Aucun parent n'est parfait, mais pour la plupart, ils essaient de faire de leur mieux. Sur cette chaîne, j'ai traité de plusieurs cas de maltraitance ou de négligence envers les enfants, mais dans cette affaire, c'est tout le contraire. La majorité des parents aiment leur enfant inconditionnellement et ils pensent que s'ils leur donnent un environnement aimant et stimulant, ils s'en sortiront bien et ils deviendront des membres épanouis, actifs et productifs de la société. Mais que se passe-t-il lorsque les enfants abusent de cet amour inconditionnel, lorsque vous donnez tout et que ce n'est pas assez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour les nouveaux, bienvenue, moi c'est Virginie et aujourd'hui je vous raconte le destin tragique d'une famille. Le plus jeune de leur fils va développer une addiction pour les camgirls, ces femmes qui se déshabillent sur le net contre de l'argent, et cette obsession va faire sombrer la famille dans l'enfer. Si vous voulez découvrir ce qui est arrivé à la famille Amato, je vous invite donc à vous installer confortablement car l'histoire de Grand Amato commence maintenant. Lorsque Chad et Margaret se rencontrèrent, Margaret avait déjà un fils de 3 ans d'une précédente union. Ils se marièrent et Chad adopta le petit Jason qui n'avait pas de lien biologique avec son papa. Jason devint donc officiellement un Amato et Chad l'éleva et le considéra comme son propre fils. Le couple eut ensemble 2 autres garçons, d'abord Cody en 1987, puis Grant en 1989. Chad était donc le chef de cette famille recomposée et soudée. C'était un homme assez sévère, mais il n'était pas violent ni injuste. Il aimait l'ordre et l'organisation, d'ailleurs il aimait bien faire des listes, il voulait que chaque chose soit à sa place et y reste. La famille était passionnée de football, il ne ratait jamais un match de leur équipe favorite, les Florida Gators. Chad Amato était pharmacien chez CVS Health, la chaîne américaine de pharmacie la plus importante du pays. Il travaillait également dans un centre d'appel où les gens appellent pour avoir des conseils sur les traitements et des médicaments. Chad était un homme prévoyant, il travaillait dur pour sa famille et il voulait que personne ne manque de rien. Avec Margaret, il prévoyait sa retraite qui approchait. La famille avait acheté une maison secondaire dans le Tennessee et c'est dans cette maison qu'avec sa femme, ils prévoyaient d'y passer leur retraite. Margaret, elle, travaillait aussi dans le milieu médical, elle avait commencé au bas de l'échelle et grâce à son travail et son sérieux, elle avait petit à petit gravi tous les échelons pour finir dans l'équipe dirigeante. Elle travaillait à domicile dans un petit bureau situé au rez-de-chaussée. La famille résidait dans une belle maison en Floride que le couple avait fait construire au début de leur mariage. C'était une maison très confortable, chacun des 3 enfants avait sa propre chambre, il y avait également une salle de jeu. La maison était idéalement située pour Margaret car elle se trouvait près d'un centre équestre. Elle était passionnée de chevaux et s'était prise d'affection pour une jument qu'elle avait adoptée, soignée et sauvée d'une mort certaine. Elle avait trouvé cette jument qu'elle nommera Lady alors qu'elle errait morte de faim à côté de leur propriété. Elle réussit donc à la sauver et s'en occupa durant plusieurs années. Lorsqu'elle mourut, Margaret fut très affectée, mais elle continua à se rendre régulièrement au centre équestre pour s'occuper des autres chevaux. Cody et Grant avaient seulement 1 an et quelques mois d'écart. Enfants, ils avaient l'habitude de se chamailler, mais au lycée, ils devinrent très proches. Ils faisaient tous les 2 partie de l'équipe d'haltérophilie du lycée et ils avaient le même groupe d'amis. En fait, c'était plutôt les amis de Cody et Grant se greffaient au groupe. À cette période, leur relation se souda véritablement. Ensemble, ils partageaient pas mal de passions comme les jeux vidéo, les animés japonais et les armes, que ce soit les armes véritables ou le softball. Ils étaient si fusionnels qu'ils souhaitaient tous 2 plus tard vivre ensemble dans la même maison. Ils auraient gardé la maison une fois que leurs parents seraient partis dans le Tennessee pour profiter de leur retraite. Ils rêvaient de vivre heureux, partageant leurs moments et leurs passions. Cody et Grant entreprirent tous 2 des études d'infirmiers. À cette époque-là, Jason, le frère aîné, avait quitté la maison afin de fonder sa propre famille. Tous les 2 finirent leurs études et trouvèrent un travail d'infirmier dans un hôpital local. Ils gagnaient plutôt bien leur vie. Cody était infirmier anesthésiste, il était très sollicité et se tenait toujours à disposition pour faire des gardes. Lorsqu'il travaillait de nuit, il était payé double. Cody était très apprécié, c'était un bosseur, quelqu'un sur qui on peut compter. Grant était lui aussi infirmier, il travaillait dans un autre hôpital, mais de son côté, il avait raté sa spécialisation. Tous les 2 vivaient chez leurs parents. Ils avaient 29 et 30 ans
et ils passaient tout leur temps libre à jouer ensemble lorsque Cody n'était pas avec sa copine. Cody gagnait bien sa vie, il n'avait pas de loyer à charge et en plus de cela, il gérait plutôt bien son argent. Aussi, en quelques années, il réussit à mettre une jolie petite somme de côté. Tout se passait pour le mieux pour les deux frères, les parents, quant à eux, approchaient gentiment mais sûrement de la retraite et avaient hâte de pouvoir profiter de celle-ci. En juin 2018, dans l'hôpital dans lequel travaillait Grant, on se rendit compte qu'une grande quantité de propofol, un puissant anesthésique utilisé aussi pour soulager les douleurs et l'anxiété des patients, avait été volée. Après une rapide enquête, ils découvrirent que c'était Grant qui était le voleur. L'hôpital le suspendit immédiatement et porta plainte contre lui. Il dira pour sa défense qu'il administrait volontairement des doses plus importantes à certains patients car il souffrait et que les médecins refusaient d'augmenter les doses. Lorsqu'il fallut assurer sa défense, Grant, qui était moins économe que son frère et qui ne travaillait plus depuis quelques mois, ne pouvait se payer les services d'un avocat. C'est Cody, son frère, qui paya les 8 000 $ de frais d'avocat. Mais, finalement, Grant fut licencié et les charges retenues contre lui furent suspendues. Grant venait donc de perdre son travail, il ne pourrait certainement plus exercer en tant qu'infirmier, car après de telles accusations, personne ne prendrait le risque de l'embaucher. Il avait presque 30 ans et était quelque peu immature, il ne semblait pas se soucier des lendemains, et il passait toutes ses journées dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Il devint de plus en plus isolé et déprimé, et il passait des heures interminables sur son ordinateur. Parallèlement à sa santé mentale, sa santé physique déclina. Très rapidement, il perdit une dizaine de kilos et des cernes apparurent sous ses yeux, ce qui contrastait avec la blancheur de sa peau. Il avait ouvert un compte Twitch et rêvait de devenir un streamer à succès. Alors un streamer, c'est quelqu'un qui diffuse en live des parties de jeux vidéo en ligne, mais pas que. Il peut aussi simplement faire des lives avec sa communauté. Il est très souvent joueur et animateur de sa chaîne. Peu de streamers gagnent leur vie, une minorité la gagne avec les abonnements, les dons de leurs spectateurs ou encore les partenariats commerciaux. Certains aspirent à devenir des gamers, des joueurs de jeux vidéo professionnels et la plateforme la plus célèbre est Twitch. Grant n'avait pas de vie sociale, il était de plus en plus renfermé sur lui-même alors que son ami de toujours, son grand frère Cody, lui construisait sa vie. Il était beaucoup moins présent à ses côtés. Entre sa relation amoureuse et son travail, il avait beaucoup moins de temps à accorder à son jeune frère. C'est à cette période que Grant découvrit un monde qui lui semblait merveilleux, le monde des camgirls. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les camgirls sont des femmes qui se déshabillent, dansent de façon sexuelle ou plus encore en direct derrière leur webcam en échange de tokens. Ce sont des jetons. Alors c'est la monnaie virtuelle qui est en cours sur ce genre de site. Pour information, 10 tokens c'est égal à environ 1 €. C'est de l'argent fictif utilisé par les spectateurs afin que la camgirl se dévoile et fasse ses choses sexuelles. Les plus généreux de ces spectateurs peuvent, en échange d'une grosse somme d'argent, réserver la camgirl pour des rendez-vous exclusifs, intimes, bien que toujours en ligne. La première fille à qui il parla était une certaine Sylvia. Elle vivait en Bulgarie et elle réussit à lui faire croire qu'ils avaient une relation privilégiée. Donc ce que vous devez savoir, c'est que les camgirls ont pour objectif de fidéliser leur audience et de la garder en ligne le plus longtemps possible. Grant, qui avait très peu d'interactions avec les autres et encore moins avec des femmes, tomba très rapidement éperdument amoureux d'elle. Le fait de payer pour avoir des interactions avec Sylvia n'était pas un frein pour lui, bien au contraire, il souhaitait la soutenir, lui faire plaisir. Il se sentait privilégié qu'une femme aussi jolie qui le faisait fantasmer ait cette relation intime avec lui. Alors je vous mets cette vidéo où Grant, qui se rendait à sa boîte aux lettres, l'a supplié de lui envoyer des photos d'elle gratuitement. All right, Sylvia, look at me. I am outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though? No, you're not. You're not sorry at all.
Il paya des sommes insensées pour entretenir cette relation virtuelle. Alors il dépensait, et c'est lui qui le dira, 2500 $ par soir. Alors en fait, en 6 mois, vous allez voir, c'est incroyable, il aurait dépensé 200 000 $. Il se connectait environ 4 heures par jour. Alors j'ai fait mes petits calculs et il ne devait pas se connecter tous les jours parce qu'en fait j'ai calculé et s'il s'était connecté tous les jours, il aurait mis 2 mois et demi pour dépenser cette somme alors que là il a mis 6 mois. Mais je trouve quand même que c'est une somme assez incroyable. Pour plaire à Sylvia, afin d'avoir son attention, il lui racontait qu'il était riche, qu'il était un gamer à succès, qu'il vivait seul dans une belle maison et qu'il conduisait une superbe BMW. Il lui envoyait de la lingerie et des sextoys pour qu'elle les utilise lors de leur rendez-vous en ligne. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'habituellement, Grant n'était pas seul en face à face avec Sylvia, il y avait toujours plusieurs hommes présents sur le chat, mais Grant pouvait réserver Sylvia pour des shows privés et il avait ainsi l'impression d'avoir une relation privilégiée, sincère et équivalente avec elle. Alors pour cela, il dépensa dans un premier temps tout son argent, toutes ses économies, et lorsqu'il ne lui restait plus rien, il dépensa l'argent de ses parents et de son frère Cody. Il leur disait qu'il avait besoin d'argent pour lancer sa chaîne Twitch, il en avait besoin pour payer des équipements ou pour payer des publicités. Son père, qui voulait que son fils réussisse dans la vie, dans ses projets, lui donna dans un premier temps de l'argent, mais lorsque les sommes devinrent trop importantes, il demanda à Cody, et comme cela ne suffisait encore pas, imaginez quand même qu'il dépensait 2500 $ par jour, c'est quand même énorme, il se mit à voler ses parents et son frère Cody. En tout, il va voler environ 60 000 $ à Cody, notamment en revendant ses armes derrière son dos. La famille Amato avait pour passion les armes à feu, ils étaient des collectionneurs et le père ainsi que les 2 fils avaient chacun de nombreuses armes. Lorsque son père découvrit l'étendue des dégâts, il fut furieux. Non seulement il était déçu de la malhonnêteté de son fils, mais il était aussi choqué par la somme astronomique dépensée, environ 200 000 $. Son père lui coupa les vivres et décida de confronter son fils. Grant lui dit alors qu'il était amoureux d'une fille, Sylvia, une Bulgare. Il lui dira qu'il était véritablement en couple avec elle et qu'elle avait besoin d'argent. Son père accepta de lui donner une seconde chance à la seule et unique condition qu'il s'engage à ne plus entrer en contact avec cette fille. Il lui confisquera même son smartphone. Mais, alors que sa famille tentait de l'empêcher d'entrer en contact avec cette Sylvia, Grant, quant à lui, trouvait toujours un moyen. Grant et Cody étaient tous deux fans d'anime japonais et ils avaient prévu de partir faire un voyage au Japon. Aussi, en décembre 2018, ils partirent durant 10 jours au Japon avec un autre ami prénommé Jericho. La famille pensa que c'était une bonne idée et que ce voyage changerait les idées de Grant. C'est Cody qui paiera entièrement le voyage de son frère ainsi que ses frais sur place car Grant n'avait plus d'argent, il avait dépensé toutes ses économies pour Sylvia. Donc si on résume, lorsque Grant fut accusé de vol de médicaments, c'est son frère Cody qui paya les frais d'avocat, soit environ 8 000 $. Ensuite, Grant lui vola pour l'équivalent de 60 000 $. Donc en fait, il avait piqué ses numéros de carte et il se servait de ces cartes pour se payer des jetons pour communiquer avec Sylvia. Et malgré tout, Cody va lui payer l'entièreté de son voyage au Japon et de ses frais sur place, ce qui équivaut de nouveau à 10 000 $. Donc en tout et pour tout, son frère va dépenser 78 000 $ pour Grant. Et vous allez voir de quelle façon il va lui rendre l'appareil, c'est assez horrible. Ils partirent donc au Japon. Là, ils allèrent de Tokyo à Kyoto découvrir la culture et les paysages japonais qu'ils ne connaissaient qu'à travers les animés. Alors je vous avoue que moi aussi, j'aimerais beaucoup partir au Japon, peut-être un jour. Le dernier jour, alors que Cody était parti prendre une douche, Grant annonça à Jericho, l'ami avec lequel il était parti, qu'il allait sortir pour acheter un petit quelque chose à manger. Lorsque Cody sortit de la douche, il se rendit immédiatement compte que son frère n'était plus dans la chambre. Il demanda à son ami ce qui s'était passé et Jericho lui dit que Grant était sorti acheter un petit quelque chose à manger.
Cody se précipita alors dans le placard et il se rendit compte que Grant avait pris sa tablette avec lui. Il s'habilla rapidement et partit à la recherche de son frère. Il le chercha durant 2 heures et lorsqu'il le trouva, il était dans une petite boutique, il était à l'arrière de la boutique et il profitait du Wi-Fi du magasin. Le soir même, alors qu'ils étaient au restaurant, Jericho voulut payer son repas et il constata que sa carte bleue ne passait pas. Il contacta son père pour lui demander ce qu'il se passait et son père lui envoya une capture d'écran de 3 prélèvements de $600 pour le site de Camgirl que Grant utilisait. En fait, Grant avait pris en photo la carte de son ami et il s'en était servi pour acheter des jetons et contacter Sylvia. De retour du Japon, Chad commença à faire de plus en plus pression sur son fils pour qu'il trouve un travail et qu'il rembourse ses dettes. Après une dispute, Grant quitta la maison et personne ne sut où il alla. Sa famille fut immédiatement inquiète car ils avaient peur qu'il mette fin à ses jours. Aussi, ils contactèrent la police en leur signalant qu'il était déprimé et qu'ils avaient peur qu'il se fasse du mal. Il avait d'ailleurs envoyé un SMS inquiétant à sa mère dans lequel il lui disait « Je suis fatigué de tout ça, je vais régler les choses à ma façon ». Il s'avère qu'en réalité, Grant s'était rendu chez sa tante Donna afin d'y passer quelques jours. Elle le trouva effectivement déprimé, absent, il dormait toute la journée et restait éveillé la nuit. Son comportement inquiétait tant son oncle et sa tante qu'ils se décidèrent de cacher toutes les armes de la maison, ils avaient peur qu'il se suicide. Malheureusement, au bout de quelques jours, sa tante se rendit compte qu'il y avait des opérations suspectes sur son compte. Quand elle comprit que c'était Grant qui lui volait de l'argent, elle voulut porter plainte. Mais Chad et Margaret la supplièrent de ne pas le faire. Chad, en pleurs, lui avoua toute la vérité. Il s'engagea à rembourser les dettes de son fils et pour cela, il dit qu'il était prêt à repousser sa retraite. Il avait déjà hypothéqué sa maison pour couvrir les $150 000 de dettes contractées par Grant. Il lui dit qu'il était prêt à tous ses sacrifices pour épargner la prison à son fils. Donc, à ce moment-là, Grant a 29 ans, il n'a pas d'emploi, il a dépensé environ $250 000 pour une camgirl, et pour cela, il a volé son père, son frère, sa tante, mais aussi son cousin, un ami et sa grand-mère. Son père avait hypothéqué sa maison et avec sa mère, ils avaient renoncé à partir dans le Tennessee pour leur retraite. Un beau gâchis, mais vous allez voir que le pire reste à venir. Sa famille, complètement démunie, décida alors de l'envoyer en cure de réhabilitation. Le 23 décembre, ils allèrent tous, Chad, Margaret, Cody et même Jason, le fils aîné, récupérer Chad chez sa tante. C'est Cody qui parla à Grant et qui lui dit qu'il était comme drogué et qu'il avait besoin de se faire soigner. Il lui expliqua que si la famille désirait cela, c'était uniquement pour son bien car il l'aimait. Dans un premier temps, Grant se mit en colère, se sentit trahi, mais il accepta finalement de rentrer en cure. Encore une fois, c'est Cody qui paiera les frais d'environ $15 000. Jason ne les accompagna pas ce jour-là à la clinique et c'est la dernière fois qu'il verra son père, sa mère et son frère Cody vivants. Le programme devait durer 60 jours, mais au bout de 12 jours, le thérapeute le laissa sortir. Selon lui, il n'avait pas besoin de rester durant 60 jours. Alors là, c'est vrai que je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'affaire de Brandon Martin. Donc ses parents avaient réussi tant bien que mal à le faire interner de force pour une évaluation psychiatrique, car il se montrait agressif et colérique et menaçant envers eux. Et au bout de 2 jours, l'établissement l'avait laissé ressortir, il était directement rentré chez lui et avait massacré toute sa famille. Alors je vous mettrai en description le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Le 5 janvier, Grant était de retour à la maison. Chad l'amena à manger une pizza, c'était l'occasion de discuter. Au restaurant, Chad sortit de sa poche une liste manuscrite de règles que Grant devait respecter s'il voulait continuer à vivre dans la maison familiale. Sur celle-ci, il était écrit que 3 propositions s'offraient à lui. Vivre à la maison, déménager ou s'engager dans l'armée. S'ensuivait une série de règles à respecter, parmi elles pas d'internet après minuit, télévision et accès à son ordinateur limité. Ils avaient même installé un nouveau modem, on lui retira son smartphone et on lui donna un téléphone basique sans accès internet.
Il était écrit que la famille ne couvrirait plus ses dettes, qu'il devait trouver un emploi et s'engager à les rembourser et à faire des excuses à l'ensemble de sa famille. Parallèlement, alors qu'il était dans le centre de réhabilitation, son père utilisa son ordinateur et contacta Sylvia sur le chat afin de lui expliquer toute la vérité. Il lui raconta que son fils avait volé sa famille pour entrer en contact avec elle et qu'il n'était pas un célèbre gamer pro, qu'il vivait encore chez ses parents et qu'il était sans emploi. Enfin, son père changea le mot de passe de l'ordinateur pour que Grant ne puisse plus l'utiliser. La condition la plus importante pour que Grant puisse rester à la maison est qu'il lui était totalement interdit d'entrer en contact avec Sylvia. S'il était surpris en train de le faire, il serait immédiatement expulsé de la maison. Chad avait tout effacé de son ordinateur et y avait mis un nouveau mot de passe. Grant n'a donc pas pu y accéder lorsqu'il est rentré chez lui. Si Grant n'était pas d'accord avec ses propositions, il devait quitter la maison ou s'enrôler dans l'armée. Malheureusement, le point faible vint de la mère. Elle le laissa utiliser son téléphone lorsque son père était absent. Il chercha alors à contacter Sylvia sur Twitter. Il ne pouvait pas rester sans nouvelles de Sylvia, il était totalement addict, il avait besoin de sa dose et il était prêt à tout pour l'obtenir. Lorsque son père apprit qu'il continuait à parler à Sylvia, il se mit très en colère, une dispute éclata et il le chassa de la maison. Selon Grant, il lui aurait dit « Si tu reviens, je te tue ». Cody est décrit comme un travailleur dévoué. Il était toujours en avance à son travail, il était très attentionné avec les patients, il avait de bons rapports avec ses collègues. Il n'était jamais en retard et restait plus longtemps lorsque c'était nécessaire. Il faisait des gardes de 7h à 23h, il travaillait 16 heures par jour et au-delà de 12 heures, le reste était compté en heures supplémentaires. Cody gagnait donc très confortablement sa vie, il avait peu de frais car il vivait chez ses parents et c'est d'ailleurs pour cela qu'il pourra dépenser autant pour son frère. Ce soir du 24 janvier, il y avait très peu de patients, Cody était infirmier anesthésiste et l'hôpital décida de demander à certains membres du personnel de rentrer chez eux car ils n'avaient pas besoin d'avoir l'effectif au complet. Mais personne ne voulait rentrer chez lui car c'était des heures qui étaient payées en heures sup. Aussi, chacun écrivit son nom sur un petit papier, ils mirent les papiers dans un chapeau et ils tirèrent au sort pour savoir qui c'est qui devait rentrer à la maison ce soir-là. Et c'est Cody qui fut tiré au sort. Aussi, vers 21h, 21h30, il rentra chez lui plus tôt que prévu. Le lendemain matin, le 25 janvier, il ne se présenta pas à l'hôpital, ce qui n'était absolument pas dans ses habitudes. Ses collègues de travail tentèrent de le joindre en vain. Un peu plus tard dans la matinée, ils étaient toujours sans nouvelles de Cody et l'un de ses collègues décida de contacter le 911. Les policiers arrivèrent au domicile des Amato vers 9h ce matin-là. Ils tapèrent à la porte, aux fenêtres, tentèrent d'appeler Cody sur son téléphone mais également sur celui de Chad et Margaret. Ils klaxonnèrent mais personne ne répondit. La voiture de Cody était bien dans l'allée, aussi ils décidèrent de forcer la porte. Après avoir eu l'autorisation de leur supérieur et après avoir attendu une équipe de renfort, ils ouvrirent une porte à l'arrière de la maison avec un couteau et entrèrent. Ils trouvèrent Margaret dans le bureau au rez-de-chaussée. Elle avait une balle dans la tête. Elle était encore assise devant son ordinateur avec un verre de vin à côté d'elle. La dernière activité sur son ordinateur datait de 16h44 le jour précédent. Puis, ils tombèrent sur Chad dans la cuisine. Il avait sûrement été attaqué alors qu'il rentrait du travail vers 17h30. Il était en train de ranger sa lunchbox. L'autopsie révélera qu'il avait pris une première balle dans la tête par derrière. Cependant, il n'était pas mort sur le coup. Il était tombé face au sol et avait tenté de ramper avant d'être achevé d'une deuxième balle dans la tête. Le corps avait ensuite été retourné. Cody sera lui retrouvé dans la petite pièce qui servait de sas entre le garage et la maison. Il était toujours en tenue de travail et avait une balle dans l'œil. Les policiers trouvèrent une arme près du corps de Cody. Tout portait à croire que Cody avait d'abord tué ses parents et qu'ensuite il s'était suicidé. Les policiers se mirent alors à la recherche de Grant, le seul membre de la famille non présent dans la maison. C'est le lendemain qu'ils trouvèrent sa voiture sur le parking d'un hôtel Doubletree. Ils repérèrent sa chambre et frappèrent à la porte pour l'interpeller.
il n'opposa aucune résistance. Ils trouvèrent sur lui une paire de gants en cuir et les cartes de crédit de son frère et de son père. Il avait aussi son passeport. Ils trouvèrent également une note manuscrite signée de Cody dans laquelle il était écrit « Je suis désolé de tout ce qu'il se passe, je m'en occupe, ne t'inquiète pas ». À ce moment-là, la police n'avait aucune preuve pour relier Grant au crime. Il fut donc emmené pour être interrogé durant 7 heures. Il raconta aux enquêteurs ses problèmes avec sa famille, avec Sylvia, ses problèmes d'argent. Il fut assez honnête sur la situation et il leur raconta que le 24 janvier, soit 2 jours avant la découverte des corps, son père lui avait demandé de quitter la maison. Aussi, il fit son sac et partit. Il raconta qu'il attendit Cody dans sa voiture devant la maison et lorsqu'il rentra du travail, il lui expliqua la situation. Cody lui donna alors sa carte bleue pour pouvoir se payer à manger ou prendre une chambre d'hôtel. En le quittant, Cody lui promit de prendre soin de ses parents et de tout faire pour arranger les choses. Il dit aux enquêteurs que lorsqu'il partit, tout allait bien dans la maison. Il avait passé la nuit dans sa voiture sur le parking d'une supérette et le lendemain, il s'était rendu à un entretien d'embauche. Depuis l'arrestation à l'hôtel et durant toute la première partie de l'audition, à aucun moment Grant ne demandera pourquoi il était interrogé et ce qui était arrivé. Il racontera que le lendemain, il était passé dans le quartier de ses parents et il avait vu un camion de la presse devant un barrage de police. Il ne savait pas ce qui s'était passé et avait préféré faire demi-tour. Il racontera qu'il avait fait une recherche sur Google pour voir ce qui s'était passé, mais n'avait rien trouvé. En fait, ce n'est qu'au milieu de l'interrogatoire que le policier va lui dire que c'est assez étrange, que depuis le début, il n'ait pas demandé pourquoi il était là. Il va alors lui montrer les photos de son père, sa mère et son frère. Choqué, il leur dira qu'il n'y est pour rien. Les policiers cherchaient à obtenir des aveux, mais Grant n'avoua rien. Selon lui, ce 24 janvier, il passa la journée à la maison à préparer un entretien d'embauche. Lorsque son père rentra du travail, il s'énerva lorsqu'il découvrit que Grant parlait toujours à Sylvia en utilisant le Twitter sur le téléphone portable de sa mère. Chad l'attrapa par la chemise et lui dit de sortir de la maison. Grant emballa alors ses affaires, son père et lui parlèrent encore 1h30 dans l'allée. Chad lui donna une carte de crédit à utiliser pour une chambre d'hôtel le soir même. Puis Cody rentra à la maison, Grant parla brièvement à son frère, il dit au revoir à Margaret, et Cody le fit sortir de la maison après lui avoir lui aussi donné sa carte de crédit. À ce moment-là, il était entre minuit et minuit et demi ce 25 janvier. C'est la dernière fois selon lui qu'il vit sa famille et ils étaient tous vivants. Ils demandèrent alors à Jason, le seul membre de la famille encore en vie, de venir parler à Grant. Lorsqu'il arriva, ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, puis Jason lui demanda s'il avait quelque chose à voir dans cette affaire. Grant n'avoua rien et en parlant, son frère lui dit qu'il le pensait coupable. Grant fut libéré le jour même car les policiers n'avaient aucune preuve pour le lier au meurtre. Ils continuèrent leur enquête et interrogèrent tous les membres de la famille et de l'entourage. La petite amie de Cody avoua qu'il lui avait dit qu'il avait peur que Grant ne tue un jour toute la famille pour cette Sylvia. Les preuves présentes sur la scène du crime révélèrent qu'il ne s'agissait absolument pas d'un meurtre suivi d'un suicide. Le corps de Cody avait clairement été déplacé, il y avait une mare de sang au niveau de ses pieds et non pas de sa tête. Finalement, Grant fut arrêté 2 jours plus tard et accusé de 3 meurtres avec préméditation. Le procès commença le 23 juillet 2019 et Grant plaida non coupable. S'il était reconnu coupable, il encourait la peine de mort. Il n'y avait aucune preuve le reliant au meurtre, mais parallèlement, il n'y avait aucun signe d'entrée forcée dans la maison des Amato et tous les objets de valeur de la famille, PlayStation, téléviseur, ordinateur et bijoux, n'avaient pas été touchés. Selon l'accusation, les faits se seraient déroulés ainsi. Grant Amato a passé le 24 janvier à la maison avec sa mère Margaret. La dernière activité sur son ordinateur était à 16h44. Avec cette information, l'accusation déduit que Grant avait tiré sur Margaret vers 16h45 alors qu'elle était assise à son bureau. À 17h25, l'application santé sur l'iPhone de Chad l'enregistra en train de faire 67 pas, donc vraisemblablement de sa voiture à la maison. Puis, pendant 27 minutes, il n'y eut aucune activité sur son téléphone. Cela indiquait pour l'accusation que Grant avait tué son père dès qu'il était entré dans la maison.
Le premier coup de feu à la tête de Chad ne le tua pas. Il y avait une traînée de sang sur le sol qui suggérait qu'il avait essayé de se traîner, probablement vers le téléphone, après avoir reçu une balle. Il reçut une deuxième balle dans la tête, ce qui le tua. À 17h52, l'iPhone de Chad fut déverrouillé et les paramètres du téléphone furent modifiés afin que le téléphone reste déverrouillé. Il est resté jusqu'après minuit. Grant attendit ensuite que Cody rentre du travail. Il quitta le travail vers 21h15 le 24 janvier. Cody venait tout juste d'entrer dans la maison lorsque son frère lui tira au visage. Le procureur déclara alors au jury: « Pendant plus de 4 heures, avec les corps de sa mère et de son père morts dans la maison, l'accusé attend que Cody, son frère, rentre à la maison. Quelle que soit la définition du mot froid, ces meurtres étaient froids. » Une voisine des Amato, Jennifer Sawyer, témoigna avoir entendu des coups de feu entre 20h30 et 21h30. Elle ne savait pas exactement combien de coups de feu avaient été tirés, mais c'était au moins 5. À 23h32, une clé USB contenant plus de 600 photos et vidéos de Sylvia a été insérée dans l'ordinateur de Grant Amato. Cette clé USB sera plus tard retrouvée par les enquêteurs dans la poche du jean de Grant. À 23h39, l'iPhone de Cody était connecté à l'ordinateur de Grant. À minuit 8, l'application bancaire de Chad a été consultée à l'aide de son empreinte biométrique. Les enquêteurs notèrent que l'index droit de Chad était moins ensanglanté que ses autres doigts, suggérant qu'il avait été essuyé. Cette information a conduit les procureurs à croire que Grant avait utilisé l'empreinte digitale de son père décédé pour accéder à son application bancaire. À 2h54, Grant a accédé au Wi-Fi. À 3h06 du matin, il a payé $600 pour rouvrir son compte de camgirl. Grant tenta de mettre en scène un meurtre-suicide. Il voulait que cela donne l'impression que Cody avait tiré sur ses parents, puis s'était tiré une balle en pleine tête, ce qui expliquerait l'arme de poing posée près du corps de Cody. Grant plaça des balles stratégiquement autour de la scène du meurtre, correspondant au nombre de fois où chaque victime avait été abattue. Lorsqu'il fut découvert, Chad avait à sa ceinture une arme de poing. Le procureur émit l'hypothèse que Grant avait placé l'étui avec l'arme sur la hanche droite de Chad dans le but de faire croire qu'il y avait eu une confrontation entre Chad et Cody. Cependant, il s'agissait d'un étui à tirage croisé, ce qui signifie que Chad, qui était droitier, aurait dû le porter sur la hanche gauche. Or, il était à sa droite. De plus, les personnes qui connaissaient Chad ont toutes déclaré qu'il ne se promenait jamais chez lui avec une arme à la hanche. Sur la paire de gants retrouvée sur lui lors de l'arrestation, il y avait des traces de poudre. Grant se défendit en disant qu'il tirait régulièrement en utilisant ses gants, ce qui fut immédiatement démenti par les membres de son club de tir. Sur son ordinateur, les enquêteurs trouvèrent une lettre qu'il avait écrite et qu'il avait envoyée à Sylvia et aux autres membres du groupe de chat, car souvenez-vous qu'ils étaient toujours plusieurs à être présents sur le chat. Dans cette lettre, il s'excusait d'avoir menti, il avoua vivre encore chez ses parents et ne pas être un gamer à succès. Il expliqua avoir fait cela pour attirer l'attention de Sylvia. Il raconta que sa famille avait tout découvert et lui avait tendu une embuscade et l'avait forcé à entrer en cure de réhabilitation. Il ajouta que tout ce que son père leur avait dit était pour nuire à son image. Il dit qu'il ne se pardonnerait jamais d'avoir fait du mal à Sylvia et d'avoir trahi sa confiance. Il lui demandera de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Il finira la lettre en indiquant qu'il ne pourra jamais remplacer Sylvia. « Je ne peux pas l'abandonner et je ne le ferai jamais, elle est tout pour moi, je vais donner ma vie pour la voir de nouveau sourire. » Il fut prouvé que la lettre manuscrite de Cody, celle qui fut retrouvée sur Grant lors de sa première arrestation, n'était pas de Cody, mais qu'en fait elle avait été écrite par Grant. Il l'avait écrite pour renforcer le scénario selon lequel Cody avait tué ses parents avant de se suicider. Le 31 juillet 2019, après 8 heures, le jury le reconnut coupable. Il ne fut pas condamné à mort, mais à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Grant Amato est actuellement incarcéré à l'établissement correctionnel de Madison en Floride. Aujourd'hui, il clame encore son innocence. Il fut approché par plusieurs journalistes qui voulaient l'interviewer, mais il refusa toutes les interviews, à moins que ceux-ci l'aident à sortir de prison ou qu'il le mettait en relation avec un millionnaire qui pourrait, lui, l'aider à sortir de prison.
Je vous avoue que lorsque j'ai découvert cette histoire, je l'ai trouvée totalement insensée. Alors on me reproche parfois en commentaire d'avoir de l'empathie pour les tueurs, ce qui n'est pas le cas, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui ont poussé les criminels à passer à l'acte. Grant pensait qu'il entretenait une véritable relation avec Sylvia, une relation intense et qui avait grandi rapidement. Il voulait être une épaule sur laquelle elle pourrait pleurer, une personne à qui elle pourrait se confier. Il pensait ne pas pouvoir vivre sans elle, il dira que rester sans avoir de ses nouvelles était la chose la plus difficile qu'il avait eu à faire. C'était une forme de dépendance. Sylvia devait avoir conscience des sentiments de Grant car il lui avait clairement avoué qu'il l'aimait, mais elle n'allait pas le raisonner ou calmer les choses, au contraire, son seul but était de prendre un maximum d'argent en entretenant justement cette illusion de relation réciproque. Mais cette relation était unilatérale, il avait essayé de communiquer avec elle par Twitter, mais elle ne lui répondait pas. Elle lui répondait uniquement lorsqu'il communiquait via le site, donc lorsqu'il payait. Grant avait une mauvaise compréhension des relations sentimentales, il y avait beaucoup de signes qui montraient que la relation n'était pas réciproque, mais lui, il ne les voyait pas. Il ne semblait pas se rendre compte qu'elle ne lui donnait de l'attention que pour qu'il paie un maximum. Ce n'est pas exceptionnel que des relations virtuelles ou à distance soient à sens unique. Ce qui est assez exceptionnel dans cette histoire, c'est qu'il se pensait amoureux, investi dans une relation romantique alors que cette femme ne faisait qu'exploiter sa misère affective et sexuelle. Elle jouait un rôle, le manipulait pour qu'il paie toujours plus. Après, c'est un peu ce qu'il recherchait, il payait pour ressentir une sorte de lien romantique, pour se sentir désiré et important aux yeux de Sylvia. Il y avait un manque d'empathie et de perspicacité. Il était incapable de comprendre que cette femme ne lui rendait pas vraiment l'appareil, elle se servait de lui, elle le manipulait. Il était devenu accro aux sentiments amoureux, il avait clairement surinvesti la relation. Sachez que je n'ai pas trouvé d'informations sur sa vie sentimentale passée, je ne sais pas s'il a déjà eu une petite amie ou s'il était à l'aise avec les femmes, mais il semble qu'il ait plutôt un profil de geek, un introverti qui sortait peu. Dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est qu'il a poussé au maximum la relation non réciproque. Pour elle, il a volé son frère, ses parents, son cousin, son meilleur ami, sa grand-mère. Cela n'avait aucun sens, c'était hors de toute raison. Cette obsession pour cette camgirl est devenue délirante, il a perdu le contact avec la réalité. Il pensait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle, comme une peur extrême de l'abandon. Comme si son existence même était menacée, sans elle, il ne serait rien. Pour préserver sa propre existence, il était prêt à faire n'importe quoi, c'est comme si soudainement le monde était divisé en deux parties, avec d'un côté Sylvia, et de l'autre les obstacles. Il devait avoir un niveau de narcissisme très élevé, il ne voyait que sa propre douleur, rien d'autre n'avait d'importance, ni sa mère, ni son père, ni son frère qui l'avait toujours soutenu et avait toujours été là pour lui. En ce qui concerne la réaction de la famille quant au comportement de Grant, on voit parfois des familles tout faire pour protéger le membre délinquant, pour le garder à l'abri des ennuis. Ils ne veulent pas que la police ou la justice soient impliqués, ils ne veulent pas qu'ils subissent les conséquences négatives de leurs actes. Chad, son père, dira clairement à sa sœur qu'il ne voulait pas que son fils finisse en prison. Pour cela, il était prêt à repousser sa retraite, à abandonner ses projets pour payer les dettes de son fils et lui éviter d'avoir affaire à la justice. Je peux comprendre ce cheminement, mais finalement, lorsqu'il y a une réelle dépendance, les personnes les plus vulnérables sont les proches. La dépendance prend alors le contrôle de la victime et le transforme en intrus qui victimise les autres membres de la famille qui sont souvent dépassés par la situation. En agissant différemment, ils n'auraient peut-être pas pu sauver Grant, mais ils auraient pu sauver le reste de la famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me faire votre analyse sur cette affaire. Pensez-vous que les parents auraient dû agir différemment? Qu'auriez-vous fait à leur place? Fallait-il être plus dur avec Grant, le mettre face à ses responsabilités, comme par exemple laisser sa tante déposer plainte contre lui? Était-ce un problème d'éducation? Comment peut-on en arriver là à tuer son père, sa mère et son frère alors qu'ils ont toujours tout fait, qu'ils ont toujours été là pour lui? C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de vous voir débattre sous mes vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne.
Mais jusqu'ici surtout, restons prudents.